Bonjour à tous. Nous allons donc commencer ce webinaire. Bienvenue à ce 7e webinaire de la FFF. C'est un rendez-vous qui est devenu hebdomadaire finalement et auquel vous êtes nombreux à participer et nous vous en remercions chaleureusement. Pour ceux qui nous sont fidèles, vous avez pu constater que nous avons essayé jusqu'ici de rester au plus près de vos préoccupations. Avec des sujets qui étaient au démarrage, et c'est normal, très axés sur les aides et les mesures gouvernementales et leur mise en application. Et aussi, au fil du temps, nous avons abordé des sujets plus opérationnels et axés sur la sortie de crise. C'est comme ça que nous vous avons proposé, il y a 15 jours environ, un sujet sur le management de réseau. Et aujourd'hui, sur suggestion de nos deux intervenants, nous allons parler de développement de réseau en période de confinement et bientôt de déconfinement parce que la vie va continuer, la vie va reprendre et bien entendu le développement avec lui. Alors, certains franchiseurs se sont emparés très rapidement finalement des nouvelles méthodes de communication, ont utilisé de nouveaux moyens de contact avec les candidats. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les candidats sont toujours là? Est-ce qu'ils ont toujours envie de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale? C'est une question légitime, je pense que beaucoup de réseaux se posent. Le rôle du développeur dans tout ça, il a forcément évolué, comment il s'est adapté à cette situation. Voilà quelques questions auxquelles nos deux intervenants, Julien Siouffi de Franchiseboard et Laurent de la Fontaine d'Axe Réseau, vont se forcer de nous répondre. Ils sont tous deux membres du collège de la FFF et je les remercie de leur présence. Donc, avant de leur donner la parole, quelques recommandations d'usage, vous le savez, comme d'habitude, pour ceux qui suivent avec beaucoup d'attention nos webinaires. Et pour que tout se passe bien, vos micros et vos caméras sont fermés. Vous avez bien entendu la possibilité de poser des questions à nos intervenants en appuyant sur l'icône « Converser » que vous trouvez normalement en bas de votre écran. Et nous nous efforcerons de les poser aux intervenants qui y répondront dans la mesure du possible. Voilà, c'est lancé. Je passe la parole à Julien et à Laurent. À tout à l'heure. Merci. Bonjour à tous. Alors, on va s'intéresser donc à deux éléments clés. La première partie est le sourcing de candidats, c'est-à-dire tout ce qui se passe avant que le candidat prenne contact avec le réseau. Et la deuxième partie est la fonction recrutement, c'est-à-dire ce qui se passe une fois que le candidat a pris contact avec le réseau, qui sera abordé donc par Laurent. Pour ma part, je me suis concentré sur cette partie sourcing et sur trois questions qui reviennent très régulièrement dans les échanges avec les réseaux, avec les directions et avec les développeurs. La toute première question, finalement, c'est de se demander s'il y a toujours des candidats à la franchise. Dans le contexte actuel, avec cet environnement tourmenté et inédit, est-ce qu'on a toujours des gens qui ont cette appétence pour ce modèle de développement qu'est la franchise, sont prêts à rejoindre un réseau? La deuxième question, elle est très concrète, c'est est-ce que les candidats se manifestent auprès des enseignes? C'est-à-dire, est-ce qu'on a de la production de candidats en ce moment? Est-ce qu'on génère des candidats en ce moment lorsqu'on est en réseau? Et puis la troisième question, c'est finalement, que pensent les candidats de leur projet de franchise dans cette période de confinement? Et à ces trois questions-là, on va apporter des réponses qui sont basées donc sur une approche chiffrée, alors parfois peut-être un petit peu aride, mais qui a le mérite d'être parfaitement claire dans les réponses qu'elles peuvent nous apporter, ce qui est bienvenu dans le contexte actuel. Alors le tout premier point, c'est le volume sur lequel on travaille habituellement pour avoir un ordre d'idée, un point de repère. Les volumes de requêtes devenir franchisés sur Google représentent environ 25 000 requêtes sur 12 mois. C'est notre période de référence. Si on rajoute des variantes à cette requête dite générique, c'est-à-dire devenir franchisé pour une marque ou être franchisé, on a un volume qui est d'environ 50 000 requêtes donc par an sur cette durée-là pour ces données. Donc, si on regarde la période, slide suivante, Laurent, on a sur la période avant, s'il te plaît, on a la période donc de mars-avril, juste avant, hop, la slide d'avant. Donc, on a une période de mars-avril 2019 qui est de 4 000 requêtes par mois, donc c'est un échantillon qui donne nos 50 000 requêtes donc sur l'année. Et si on compare avec la période de mars-avril 2020, on se rend compte que le niveau de requête est resté stable. C'est-à-dire que la demande, les internautes qui tapent devenir franchisé ou devenir franchisé pour une enseigne ou être franchisé, finalement, c'est les mêmes volumes sur la période de l'année dernière, mars-avril, donc, et sur la période de cette année en plein confinement.
Ensuite, si on regarde la disponibilité des espaces publicitaires, alors ça, c'est calculé par, là j'ai pris l'exemple de Google, c'est-à-dire qu'il nous dit, bien, vous pourriez acheter un inventaire publicitaire, c'est la disponibilité publicitaire. On pourrait imprimer en février 68 000 fois votre demande. Ça générerait 3 000 clics de la part d'internautes et ça coûterait par clic 2,20 €. Ce sont des projections qui sont faites. C'est l'évolution donc, du potentiel en février, où il n'était pas vraiment question en fait, de Covid, qui nous a pris tous un peu par surprise. En mars, finalement, l'inventaire est calculé comme étant stable, à 69 000 avec 3 200 clics et un coût par clic à 2,25 en légère augmentation. Et puis en avril, on a arrêté donc bien sûr nos calculs au 22 avril, on a la même tendance, puisqu'il nous reste un petit tiers de mois. On a 53 000 impressions, 2 000 clics, un coût par clic sensiblement équivalent, un petit peu supérieur. Donc, ce qui veut dire que du côté des inventaires publicitaires, la disponibilité, et ça c'est analysé en fonction du comportement des internautes, est restée équivalente. Et puis, on a un troisième axe pour avoir des chiffres également et une interprétation en fait de ce gisement et du volume du gisement, c'est de savoir s'il y a des interactions, notamment sur les réseaux sociaux. Alors là, on a pris une méthode vraiment un petit peu atypique, c'est-à-dire qu'on a créé un panel de 10 médias spécialisés franchise, qui ne parlent que franchise, parmi lesquels notamment les annuaires. Ce panel, on lui a attribué donc une valeur 100 sur 2019, c'est-à-dire au premier trimestre 2019, on a regardé son audience, c'est-à-dire le nombre total de personnes qu'elle touchait. On a regardé son activité, c'est-à-dire le fait de poster, de diffuser des informations. Et puis on a regardé donc les interactions, l'engagement, ce qu'on appelle l'engagement sur les réseaux sociaux fait par les internautes, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont cliquer, partager, commenter, ces différents éléments. Alors là, premier élément clé, c'est que l'audience en fait sur le trimestre 2019 par rapport au trimestre 2020, elle a triplé. Alors en fait, elle a triplé non pas par un triplement de l'audience et de l'attention réelle des internautes, mais surtout parce qu'on a une démultiplication de la présence de ces intervenants qui ont tous investi plus massivement sur l'année les réseaux sociaux, à juste titre, parce qu'aujourd'hui, c'est un endroit où on trouve beaucoup de candidats. Ensuite, eh bien, puisqu'elles ont une audience élargie, elles ont une activité également élargie, qui est dans les mêmes proportions, donc triplée sur l'activité. Et là, on va regarder le chiffre qui nous intéresse, c'est-à-dire l'engagement des internautes, et on constate que les internautes continuent à interagir. Alors, ils n'ont pas tout à fait triplé leurs interactions, mais quand même, ils sont là, ils partagent, le sujet reste d'actualité. Et donc, slide suivante, à cette question, c'est-à-dire est-ce qu'il y a toujours des candidats à la franchise qui se manifestent? Ben oui, oui, clairement. En tout cas, les signaux en ligne, alors les signaux en ligne sont toujours d'une fiabilité extrême en termes de chiffres, mais en réalité, ils sont toujours largement à prendre avec interprétation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'approprier un chiffre ainsi, on doit le recouper systématiquement. Et là, on a recoupé différentes sources, on a recoupé différents comportements, c'est-à-dire les requêtes sur le moteur de recherche Google, les animations donc, publicitaires, la partie réseaux sociaux, et clairement, on a une appétence intacte. En réalité, si on regarde juste ces chiffres, finalement, on ne voit pas d'impact du confinement, on voit des comportements qui continuent à être les mêmes. Alors, la question suivante est, est-ce qu'aujourd'hui, les candidats se manifestent au présidentiel? C'est-à-dire, est-ce qu'on a ce passage à l'action de la part des candidats? Là, la réponse est clairement non. Et quelque part, ça peut être rassurant pour un directeur de réseau de se rendre compte, ou un développeur, que oui, ils sont toujours là, mais on est un petit peu dans une situation de autant suspend ton vol, c'est-à-dire que là, véritablement, on voit qu'on a une production de candidats qui, en mars, fonctionnait parfaitement jusqu'à mi-mars. Et dans la première semaine, on a continué à avoir de la production de candidats sur un panel de 30 clients utilisateurs de services et de logiciels que l'on met à disposition pour cette partie-là. Et puis, on voit que là, sur avril, clairement, on a une production moindre de candidats. Et donc, sur cette production moindre, on s'est intéressé au corollaire direct qui est le coût d'acquisition. Suivante, voilà. Donc, le coût d'acquisition était stable jusqu'à février, c'est-à-dire pour une demande d'information, ce n'est pas une candidature qualifiée, pour une demande d'information, on était en moyenne sur 43 €, avec forcément de grandes disparités entre les enseignes suivant leur marque, leur notoriété ou l'effort qui est fait d'acquisition. Et puis, en mars, on a eu plutôt une augmentation, parce qu'on a continué à avoir une production de candidats. Par contre, à partir d'avril, on a une augmentation plus forte parce qu'ils sont toujours là, on a toujours des interactions avec eux, mais ils passent moins à l'action. Donc, forcément, le coût, lui, unitaire, augmente. Ensuite, slide suivante. On s'est interrogé sur cette augmentation de coûts. Est-ce que cette augmentation de coûts vient d'une plus forte compétitivité au niveau des inventaires publicitaires, c'est-à-dire au niveau de l'achat de la publicité? Est-ce que c'est plus cher ou plus compliqué? Bien non. En fait, quand on regarde la difficulté de la requête, c'est-à-dire devenir franchisé pour une marque ou une enseigne ou un secteur, cette requête-là,
elle avait un taux de difficulté l'année dernière de 74% et elle a baissé, ce qui est assez rare quand même sur le web en général. Les taux de difficulté ont tendance à augmenter, tout comme l'usage du web. Donc, on a une diminution qui est assez nette, hein, on passe de 74 à 64%, donc l'augmentation d'un coût par candidat aujourd'hui n'est pas liée à une augmentation du coût publicitaire. Donc, clairement, slide suivante. Clairement, aujourd'hui, est-ce que les candidats se manifestent? Le volume de candidatures, il est en forte baisse. Les indicateurs montrent, donc on l'a vu précédemment, que oui, on a toujours des gens qui s'intéressent à la franchise dans des proportions assez similaires à ce qui se passait avant. Et aujourd'hui, est-ce qu'ils manifestent leur intérêt pour le projet directement en passant à l'action? Ben non, on n'a pas cette production-là. Alors finalement, on s'est dit que le plus judicieux serait d'aller interroger directement les candidats. C'est ce qu'on a fait dans la période de lundi à jeudi, c'est-à-dire qu'on est allé interroger, on a un panel donc de 1500 internautes qu'on allait chercher sur le web, et on s'est posé la question de savoir s'ils envisageaient de devenir franchisés, finalement de manière assez spontanée, est-ce que oui ou non. Et là, on a un premier chiffre, 6%. Alors, on n'avait pas fait cette étude auparavant, puisqu'on n'avait pas ce contexte, et on n'avait pas forcément cette préoccupation, mais là, on voit, et ça me semble assez raisonnable par rapport à ce qu'on sait de ce milieu et de la franchise, que 6% donc, de personnes interrogées sur un panel assez représentatif de 1500 personnes, donc 10% d'hommes de 25-35 ans et 25% de femmes. On a plutôt des jeunes d'ailleurs, hein, ça décroît avec l'âge, mais en tout cas, le fait d'envisager aujourd'hui de devenir franchisé sur cet échantillon-là est parfaitement cohérent. Ensuite, on leur a posé une autre question, ce qui est vraiment, je pense, le cœur du sujet qui nous intéresse, c'est que est-ce que le confinement ou est-ce que la crise du coronavirus, pour être plus précis, a changé en fait votre envie de devenir franchisé? Ben non. 67% disent qu'ils en avaient déjà envie avant la crise et que majoritairement, ça a été peu impacté. Et là, on a un signal qui est extrêmement positif puisque on a vu que les intentions, donc, qui auraient pu être un premier indicateur, hein, on a vu que le gisement était intact. On pourrait s'inquiéter du fait de ne pas avoir de candidats qui prennent contact avec nous. Mais quand on les interroge, en fait, ils disent non, non, je suis tout à fait encore dans mon projet. Et puis ça va même plus loin, puisque en fait, on en a 67% dans le projet et on en a 15% dont l'envie est née pendant la crise. En tout cas, qui nous déclarent ça. Et on a 11% qui avaient envie et qui, par contre, se posent des questions. Alors, si on va dans le détail, ce qui n'est pas le propos aujourd'hui, même si cette étude sera parfaitement disponible ainsi que ses tri croisés, c'est, et gracieusement, c'est qu'en fait, cette envie-là, elle est variable suivant les secteurs. On a des secteurs qui ont été plus ou moins impactés. Alors, quel est le statut aujourd'hui des gens qui ont exprimé cette envie de devenir franchisé? On retrouve des typologies qu'on connaît assez régulièrement. Alors, bien évidemment, là, on est sur une étude générique, générale, alors que chaque réseau a sa spécificité, l'âme de son réseau, ses critères de sélection, et en réalité, chaque réseau s'adresse à un profil très spécifique de candidat qui est caractérisé par des éléments d'appétence, compétences et des valeurs communes avec le réseau. Mais le statut des candidats en eux-mêmes, on a 30% de salariés du secteur privé, 27% de sans emploi, 15% de salariés du secteur public, 12% d'indépendants et, chiffre intéressant, 11% de franchisés donc, qui envisagent un développement multi-enseigne. Donc, ces candidats, on a vu globalement, maintiennent leur projet, même si après on peut avoir plus de finesse dans le tri croisé. Donc, c'est un signal également assez cohérent par rapport à ce qu'on connaît. Et enfin, dernière question qui est aussi particulièrement sensible suivant le réseau dans lequel on exerce. Alors, on a constaté un véritable plébiscite pour les services à la personne, qui sont aujourd'hui le premier élément qui vient à l'esprit de gens qui ont forgé exprimé ce désir de devenir franchisé. L'alimentaire, je pense, porté aussi par une certaine réussite, au moins dans le début du confinement, de ces enseignes. Le service aux entreprises reste parfaitement présent dans les appétences des candidats. La restauration est probablement le sujet le plus sensible. Donc là, il y aura probablement, ce qu'évoquera Laurent tout à l'heure, une nécessité d'adapter le discours. On peut le voir avec une opportunité vraiment très significative pour les candidats qui rentrent aujourd'hui sur le marché de la restauration, étant donné que leur projet va durer en moyenne 7 à 8 mois, c'est-à-dire 8 mois précisément de moyenne entre le premier contact et la concrétisation, et on peut imaginer qu'ils rentreront sur un marché dans de bonnes conditions. Mais un discours qui doit bien sûr être particulièrement adapté, affiné en fonction de chaque réseau. Mais en tout cas, la restauration reste présente. L'immobilier, alors qu'on travaille avec un certain nombre de réseaux immobiliers, on sait très bien que c'est une activité aujourd'hui qui suscite plutôt beaucoup d'inquiétudes parce qu'il y a un arrêt aujourd'hui de transactions. Et pourtant, en tout cas, du côté des candidats, on a clairement une vocation intacte, parmi les jeunes d'ailleurs, intacte à devenir franchisé dans l'immobilier. Le textile reste présent, ainsi que le bâtiment. Donc, Laurent, voilà, alors
on a fait un rappel méthodologique, on ne va pas s'attarder sur la partie méthodologique, mais je reste parfaitement disponible, bien sûr, sur toutes les questions méthodologiques, hein, des chiffres présentés. Et la conclusion, c'est que, est-ce que les candidats maintiennent leur projet? Ben oui. Oui, clairement. Aujourd'hui, lorsqu'ils sont interrogés, ils restent motivés. On a, oui, une fraction des candidats qui va s'interroger, se poser des questions à la faveur du confinement, mais on en a d'autres qui, au contraire, en proportion supérieure, hein, voient leur désir tout à fait s'épanouir, ce qu'on attendait un petit peu, en tout cas ce qu'on guettait. Et donc, globalement, on a une intention qui est stable. Donc, en conclusion, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est la suivante. Donc, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a suspendu l'action. C'est-à-dire que le confinement, finalement, sans véritable surprise, hein, a suspendu notamment ce passage à l'action, mais pas du tout l'intention. Et pour donner une approche, un conseil qui n'engage finalement que moi, hein, sur ce conseil-là, c'est de maintenir aujourd'hui une position défensive. Clairement, aujourd'hui, je pense, hein, le processus vertueux consiste à maintenir un lien constant avec les candidats potentiels, ou Laurent en parlera tout à l'heure avec les candidats avérés, qui captent l'attention pour nous, en tout cas en sourcing, du vivier de candidats. C'est-à-dire qu'on est en train de maintenir le contact avec son vivier pour passer sur un mode offensif à partir du moment où les candidats sont en quelque sorte libérés, comme nous tous, c'est-à-dire à partir du 15 mai. Et les franchiseurs qui ont cette attitude offensive au moment où les candidats vont passer à l'action, mécaniquement pourraient, en tout cas, encore une fois, ça n'engage que moi, hein, pourraient à ce moment-là en récolter donc le bénéfice, c'est-à-dire des candidatures de qualité, parce que cultivées pendant le confinement. Et donc sur ces candidatures-là, je vais passer la parole à Laurent concernant la façon de les traiter pendant cette période de confinement et de déconfinement. Voilà sur cette partie. Merci Julien. Juste une petite question avant que Laurent prenne la parole, parce que c'est une question de vocabulaire et je pense que peut-être il y a plusieurs personnes qui ne maîtrisent pas le vocabulaire technique comme tu le maîtrises. Quelqu'un me pose la question de la définition du taux de difficulté. Alors, le taux de difficulté, c'est la chance de notre annonce de se retrouver dans les premières positions affichées. C'est de plus en plus difficile, plus il y a du monde pour faire une pub, plus c'est difficile d'être en tête. Il faut payer cher, hein, dit autrement. En fait, c'est la chance que l'on a de payer cher. Et ils le disent délicatement, les marketeurs et en particulier les vendeurs d'espaces publicitaires. Mais s'il n'y a personne, on est à 0% de difficulté, on est sûr d'être affiché. S'il y a beaucoup de monde, eh ben, la requête est très difficile à obtenir et elle coûte en réalité cher et elle nécessite une certaine agilité et optimisation. Ok, c'est beaucoup plus clair. Et puis, il y a une autre question, mais peut-être que Laurent, tu vas me le dire, tu vas y répondre. On me pose la question de savoir s'il faut donc, dans la communication et dans la manière de contacter les candidats, il faut donc privilégier les réseaux sociaux. Alors, juste, avant que Laurent en parle, parce qu'il va en parler bien évidemment sur la partie relation, je voudrais en parler sur la partie sourcing, puisque c'est un angle particulier où on aurait pu attendre des réponses en disant il faut faire ça, ça. En réalité, ce qu'on voit tout le temps dans les réseaux, c'est que chaque réseau a un profil cible. Chaque profil cible, on en a répertorié 12 en l'occurrence, mais il peut y en avoir plus, au moins 12. Chaque profil cible a un comportement spécifique sur le web. En réalité, il faut privilégier les réseaux sociaux si on a des candidats qui les fréquentent, et il faut privilégier les réseaux sociaux qui sont fréquentés par son profil de candidat. Parce que les réseaux sociaux, il y en a une multitude, des centaines en réalité. Hein. Donc, au-delà de ceux qui sont les plus connus. Donc, la réalité, Sophie, c'est qu'on va là où sont nos candidats. Il n'y a pas de recette générique, on est tous différents, l'âme du réseau est différente en fonction, et les profils ciblés sont différents en fonction de chaque réseau. Donc, on va là où sont nos réseaux, c'est là qu'on aura le meilleur taux d'atteinte et taux d'acquisition et coût aux candidats et finalement aux franchisés. Voilà pour la partie sourcing en tout cas. Merci Julien. Donc, je laisse Laurent poursuivre. Merci beaucoup. Merci Rosemarie. Alors, tiens. Alors, excusez-moi, je vais juste passer sur le bon webinar qui me concerne. J'en profitais pour préciser que ça me ramène quelques années en arrière, puisque en 2015, j'ai fait une série de 5 webinars. À l'époque, c'était tout à fait original. Et je vois qu'aujourd'hui, c'est devenu un système beaucoup plus utilisé du fait du confinement. Mais en 2015, il y avait Midas et de mémoire, il y avait Midas et WSI.
qui commençaient à se mettre sur les webinaires. Mais c'était qu'on appelle ça, un public beaucoup plus IT, beaucoup plus start-upper, et les résultats pour le recrutement de candidats n'étaient pas tout à fait au rendez-vous. On était peut-être un petit peu en avance. Est-ce qu'on peut juste me préciser, on voit bien à l'écran le rôle de développeur? Oui, c'est parfait. C'est bon. Donc, moi, en fait, j'ai essayé de vous parler de faire un petit focus sur comment être en tant que développeur, comment être et comment faire pendant cette période un peu brutale de confinement. C'est-à-dire que j'ai discuté avec pas mal de clients et j'ai échangé avec beaucoup de développeurs et je voulais essayer de vous restituer ce qui en ressortait. Alors, quand on prend le métier du développeur, dans sa fonction, il y a une première fonction qui est celle de sourcing de candidats, c'est-à-dire aller chercher les candidats. Et pour ce, on va avoir un budget qui va être alloué par sa direction. On va définir un profil de candidat par rapport à des attentes qu'il va émettre. On va avoir une offre de service en face. Et puis, on va mettre en place un plan média avec différents supports, dont les réseaux sociaux. Et avec ce plan média, des contenus qui vont correspondre à chaque plan média et à la cible. Force est de constater, lorsque j'ai fait un sondage là récemment, entre le 18 mars et le 21 avril, sur 28 entretiens de clients, quand je leur posais la question, 55% se rendent compte qu'aujourd'hui, leur budget de développement n'est pas formalisé au sens contrôle de gestion. 58% n'ont pas de profil candidat ni de pitch candidat formalisé. C'est quelque chose qui est pratiqué à l'oral. Et 76% n'ont pas un plan média chiffré, toujours en termes de suivi budgétaire. Ils ont une enveloppe globale, mais qui n'est pas mensualisée, trimestrialisée. Donc, ils se sont rendus compte que les outils de suivi du sourcing n'étaient pas forcément au rendez-vous. Et lorsque l'on regarde rapidement ce que disent les développeurs que j'ai contactés, les phrases qui ressortent, c'est de toute façon, moi, dans mon entreprise, j'ai été mis en chômage partiel. L'urgence était davantage financière. C'est une phrase que j'ai beaucoup entendue. Le développement était un peu scotché, net, et la direction s'est vraiment focusée sur les aspects financiers. Et d'autres m'ont dit, aujourd'hui, le candidat, il est vraiment déboussolé, il ne sait plus trop quoi penser par rapport à cette franchise. Donc, il est vraiment dans le doute. Donc, par rapport au sourcing, c'est un peu ce qu'on peut retrouver. Sur la qualification, puisqu'une fois qu'on a trouvé un candidat, on va le qualifier, savoir est-ce qu'il correspond aux critères de l'enseigne. Et là, une fois encore, quand je regarde par exemple sur toute la partie premier contact téléphonique, alors là, les développeurs en période de crise, 85% rappellent sous 24 heures. Donc, on a une augmentation très significative, puisque cette même question posée hors Covid, on est beaucoup plus que 24 heures. Donc là, on a du temps pour s'occuper de ces candidats. 58% n'ont pas de process informatisé de suivi des candidatures. Quand on parle de suivi de rétroplanning, généralement, on a un suivi informatisé. Là, force est de constater qu'une grande majorité n'ont pas ce process. C'est souvent du tableau Excel. Et sur les candidats en cours, on s'aperçoit que 80% des développeurs contactés ont un suivi très régulier avec leurs candidats en cours. Et dans les témoignages, qu'est-ce qu'on en ressent? On ressent une forte inquiétude de la part des candidats. Mais les candidats, en fait, ils ont un questionnement assez ciblé sur leur projet. Ils ne jettent pas le projet par la fenêtre. Ils vivent par contre des forts questionnements parce que les comportements vont évoluer. Et puis, ils regardent aussi beaucoup ce que font ou ce que fait l'enseigne pour laquelle ils ont contacté. Ça, c'est un point. Mais qu'avez-vous fait par rapport à la baisse des rideaux pour les restaurants? Mais qu'avez-vous fait pour ceci? Donc, beaucoup de questionnements. Et puis, une fois qu'on a sourcé, qu'on a qualifié, il faut contractualiser. Et quand on parle de contractualiser, il faut lever des points de doute sur le financement, sur la zone, sur le local. Il faut aussi, en interne, chez le franchiseur, valider le projet, présenter un projet, présenter un modèle, présenter un profil de candidat. Tout ça doit se faire en interne, de manière à préparer la post-signature, c'est-à-dire le passage de main à la formation. Et là, mon petit sondage, il y a quelque chose qui ressort, mais vraiment, c'est
100% presque, rien ne sera comme avant. C'est-à-dire que ce que l'on pensait, ce que l'on faisait auparavant va évoluer. 78% des développeurs conservent un lien hebdomadaire avec les services du franchiseur, l'immobilier, les travaux, la direction, la formation, voilà. Mais il y a un lien actif en interne. Et par contre, 90% des développeurs ont malheureusement dû arrêter le process de formation, puisqu'aujourd'hui, c'est très compliqué de pouvoir planifier des formations. Et sur les testimoniaux, on retrouve quoi? Un peu ce que je viens de dire. Les locaux, les travaux, les financements, tout est décalé ou en stand-by du fait de la crise. Et de la part des candidats, là, beaucoup de doutes. Je n'ai plus aucun local adressé. L'immobilier, c'est stoppé net. Et beaucoup de craintes sur les financements des franchisés. Est-ce que les banques qui ont prêté, je veux dire, beaucoup ces temps-ci, est-ce que les banques seront prêtes demain à financer un franchisé? Le deuxième point, dans le rôle du développeur, ce sont les conséquences. Première, si je reprends mon sourcing de candidats, eh bien évidemment, le point très négatif, c'est qu'on a dû subir différentes annulations. Le salon de la franchise à Paris, qui est un gros pourvoyeur de candidatures, probablement des opérations spécifiques aux enseignes, des plans médias qui ont été stoppés net, bref, beaucoup d'annulations. On a aussi remarqué des évolutions très fortes entre les attentes des candidats et ce que l'on proposait. Le monde a un peu bougé. Il est logique que les attentes du candidat évoluent en même temps. Et puis, bien évidemment, une baisse de trafic. Julien l'a soulevé, on a une baisse de trafic de la part des sources de candidature. J'ai relevé beaucoup d'informations erronées du style « rejoignez-nous sur le salon de Paris au mois de mars prochain ». Beaucoup d'infos erronées sur les sites. Aujourd'hui, on voit bien que les sites n'ont pas été mis à jour. Point positif, on peut avoir avec le sourire, c'est de se dire que tout ça va profiter, puisque par rapport à notre budget, qui était un petit peu, on l'a vu, manquant ou perfectible, on va pouvoir l'affiner et faire quelque chose qui va vraiment être beaucoup plus crédible. Par rapport aux candidats, on va pouvoir repartir sur des bases beaucoup plus fortes par rapport à leurs attentes. Et enfin, sur le plan média et sur la baisse de trafic, c'est effectivement, comme l'a cité tout à l'heure un lecteur, un visionnaute, un internaute, pardon. L'internaute posait la question des réseaux sociaux. Il va falloir se poser les bonnes questions. Est-ce qu'aujourd'hui, tel ou tel média va être le mieux-disant pour ma recherche de candidature? Par rapport à la qualification, les points sombres, c'est que évidemment, on a une augmentation très significative dans nos contacts qui deviennent des fantômes. On n'arrive plus à les joindre. En clair, ils ont baissé le rideau. On a pour les candidats que nous avions déjà contactés, des candidats qui se retrouvent ce que j'appellerais au milieu du gué. Est-ce que j'avance? Est-ce que je recule? Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Comment je me positionne? Et puis, sur la communication digitale, on a aujourd'hui l'obligation de passer à distance. C'est terminé le rendez-vous physique où la capacité de relation du développeur était assez forte. Là, on a un mur, comme là, j'ai le mur du webinaire avec vous. C'est différent, il faut s'adapter à cette évolution technologique. Quand on regarde le point positif, parce qu'il y en a toujours dans les crises, le premier que je vois, c'est que les candidats qui sont toujours en cours, ils sont solides. Parce que quand on est à deux dans un bateau qui est en difficulté, ça crée des liens. Le deuxième point, c'est que ça permet aux développeurs de mieux formaliser leur process. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certains me disent il faut que je raccourcisse telle ou telle étape qui est trop longue. Et puis enfin, sur la communication digitale, ça permet de raconter de belles histoires et d'autres histoires, de ne pas focuser sur la franchise, le coronavirus ou autre, mais d'aller justement apporter peut-être des messages autour des histoires de l'enseigne. On va le voir. Troisième point, comment je contractualise? Eh bien là, les points négatifs, c'est qu'on a pas mal de candidats qui sont « j'attends la suite ». J'attends comment on va réouvrir et qui ont bloqué le sujet. D'autres en interne sont bloqués par des décisions suite, par exemple, à un chiffrage des travaux, par un local qui n'est plus disponible. Donc, on a affaire soit à des candidats qui sont un peu dans l'expectative, soit en interne à des blocages purement techniques. Donc, ça veut dire que notre planning, il est vraiment au jugé. Point positif, ça permet, comme je le disais, par rapport à ces candidats, de vraiment renforcer
et de solidifier la relation. Et on verra que certaines enseignes font même signer des contrats de réservation de zone. Sur les blocages, très souvent, les blocages que l'on vit actuellement en période de crise sont des blocages que l'on vivait précédemment, quand il n'y avait pas la crise. Et là, je vois pour moi un moyen de lever ces blocages qui sont récurrents. Le chiffrage qui n'est pas arrivé à temps, le local dont on n'a pas le dossier, ce genre de choses. Et puis, ça va permettre aussi de structurer le passage de main entre le développement et la formation initiale lorsqu'il n'est pas structuré. Alors ensuite, je vais simplement vous parler du Webikeo, du webinar, de tout ce qui va être plateforme digitale. Alors, je voulais retrouver un espèce de benchmark des bonnes solutions parce que je pense que tout le monde va devoir passer par cette facilité technologique qui permet de toucher le plus grand nombre de candidats à distance en une seule fois. Donc là, c'est une très bonne pratique qui va probablement être étendue. Et c'est bien à condition qu'on respecte certains critères clés. Par exemple, le faire connaître. C'est bien de faire un webinaire, mais si personne ne le sait, on n'aura pas beaucoup de candidats. C'est bien aussi de faire la publicité sur ce webinaire. Il faut trouver les bonnes méthodes pour le faire savoir. Sur la forme, j'ai remarqué que c'est plus sympa quand il y a 3 intervenants ou 2 intervenants, mais pour créer du rythme, pour créer un peu de dynamique. Il faut faire court. 30 minutes, c'est bien, c'est pas mal. Et puis, structurer la formation. Quelles ouvertures, l'actu produit, le marketing. En fait, il faut donner de la lumière. Il faut donner beaucoup de lumière sur le côté un peu sombre. Et puis, ne pas hésiter à mettre le rapport tout de suite, puisque les gens qui n'ont pas pu l'assister, ou moins, pourront lire le rapport. Je vous ai cité, vous les verrez dans le document qui va vous être envoyé, je vous ai cité tous les témoignages qu'on a pu recueillir ces derniers jours sur les entreprises, les enseignes qui ont mis en place des webinaires avec succès. Un des deuxièmes, je dirais, outils digitaux, c'est le salon interactif. Alors, moi, vous avez peut-être, pour ceux qui sont anciens dans le métier, vous avez peut-être connu le salon virtuel qui était organisé par des bourguignons très sympathiques et qui a vu le jour pendant 4-5 ans. C'était un salon virtuel. Et là, on voit que certaines enseignes, j'ai pris l'exemple de Menu Service, vont mettre en place, essayent de mettre en place un salon qui va porter vraiment sur un public large. C'est-à-dire qu'ils vont parler les menus services, mais aussi de la franchise, du service à la personne et autres. Donc là, on a vraiment un outil qui va permettre d'aller rassembler en un seul moment un très grand nombre de candidats. Alors, évidemment, en clé de succès, on va les retrouver, c'est le faire savoir, avoir plusieurs acteurs, ce qui est le cas, et puis surtout avoir une technique qui fonctionne, parce qu'il y en a parfois des surprises avec les webinaires. Un troisième outil que vous connaissez parfaitement, mais je me permets de le reprendre, c'est la signature électronique. Pourquoi? Parce qu'il permet vraiment aujourd'hui de contractualiser avec des candidats qui sont matures, qui sont très avancés, mais qui sont techniquement bloqués par la signature. J'ai noté là, par exemple, BHK, lui a signé 2 réservations de secteur depuis le 20 mars. D'autres ont décalé les réservations grâce à la signature électronique. Donc, on a là un outil qui va permettre de sécuriser la relation malgré la distance physique. J'ai voulu citer aussi dans les bonnes pratiques, tout simplement communiquer. Parce que j'ai été stupéfait, hier j'ai fait un petit tour des enseignes, et même le début de semaine, et en fait, il y a très peu de messages. Et j'ai retrouvé par exemple Miss Cookies, qui est une enseigne de coffee shop, qui elle va expliquer un petit peu la belle histoire de Miss Cookies, c'est-à-dire comment ils ont fait dans le temps, comment ils sont parvenus aujourd'hui à ce qu'ils sont. En fait, ils ont donné un peu de bonheur. Ils ont mis un peu de gaieté. Ils n'ont pas parlé de leurs conditions, leur droit d'entrée, etc., etc. Ils ont simplement fait l'histoire de Miss Cookies. Je l'ai trouvé une autre, Totum. Totum, c'est vegan. Eux aussi, sur le site, ils ont mis quelque chose propre au coronavirus. Rejoignez-nous dès à présent pour ouvrir après le confinement. Eh bien, croyez-moi ou pas, mais ces petites histoires qu'on retrouve aussi sur Instagram, sur Facebook ou autres, donnent une très bonne image de l'enseigne. Et il serait aujourd'hui très risqué de ne pas communiquer. Or, et là j'étais vraiment très très surpris, si vous prenez la chaîne leader de restauration assise sur le grill, si vous prenez la chaîne leader de burger premium, si vous prenez le numéro 1 immobilier, je vous engage à aller le voir. Vous tapez sur devenir franchisé ou la franchise, candidature, etc. Vous verrez que
il n'y a aucun message propre au recrutement pendant le coronavirus. Aucun. Pour certains, c'est même des informations erronées, Paris en mars, etc. Ou alors, j'ai relevé une enseigne qui ne connaît pas la crise. Mais il n'y a aucun message particulier sur « Attendez, nous développeurs, on est là, on est à votre écoute, on a un site particulier pour vous, on a des options. » Enfin, on n'a aucun message sur tous les sites que j'ai pu visiter hier. Ce qui est à mon avis une grave erreur, puisqu'on émet une image de quelqu'un qui est vraiment lui aussi à l'arrêt. Donc, je vous engage très fortement à revoir le contenu de vos sites et de communiquer au moins sur des belles histoires, parce que tout le monde en a. Là, j'ai voulu vous partager les bonnes pratiques digitales. Après, en tant que développeur, on a des bonnes pratiques qui sont liées à des outils fondamentaux. Et je voudrais en partager quelques-uns avec vous. Le premier, si je reprends toujours mon tempo, le sourcing, la qualification et la contractualisation, eh bien, le premier, c'est le profil du candidat. C'est ce que Julien a cité tout à l'heure. Donc, on a 12 personas qui sont des personas clés. Mais en fonction de ces personas et en fonction de l'enseigne, on va zoomer sur le profil du candidat qui va correspondre à notre enseigne. En l'occurrence, sur le document qu'on voit mal à l'écran, on est sur une entreprise de courtage en crédit immobilier. Donc là, on va cibler des différentes contraintes liées à l'ORIAS, liées à des contraintes techniques, à des contraintes physiques. Et on va définir plusieurs profils qui peuvent correspondre à notre futur franchisé. Il se trouve qu'en l'occurrence, pour cette enseigne, le profil adéquat, c'était un courtier indépendant, donc qui était déjà courtier, mais indépendant, et qu'on voulait transformer en courtier sous enseigne nationale. Et là, c'est très important, lorsqu'on a défini son profil, de définir la promesse de la franchise. C'est-à-dire que pour ce courtier indépendant, qu'est-ce que je lui promets? Je vais lui promettre une notoriété, je vais lui promettre des encours bancaires, je vais lui promettre des accords bancaires, de plus en plus nombreux, nationaux, enfin, tous les outils qui vont me permettre de dire, voilà ma promesse franchise. On va aussi définir, c'est quoi le pitch, comment je vais pouvoir lui parler, comment je vais pouvoir l'intéresser. Et une fois qu'on a bien cette promesse franchise, se pose la question, très bien, mais comment vais-je lui communiquer tout ce que j'ai proposé pour lui? Et bien là, on a le plan média. Et le plan média chiffré, c'est quelque chose qui doit être trimestrialisé. C'est-à-dire qu'on va définir un plan média, online, offline, salon, annuaire, Google Ads, bref, toutes sources de recrutement possibles. On va les étudier, on va voir quel est le meilleur moyen pour pouvoir toucher mon courtier indépendant. Et c'est là où on aura un plan média chiffré sur lequel on va se tenir. Donc ça concerne, entre les nombreux outils nécessaires au sourcing, j'ai voulu simplement prendre le profil, la promesse, le plan média, qui me semble logique. Par rapport ensuite à la qualification. La qualification, il y a un outil qui est extrêmement important et pour le développeur et pour le candidat. C'est de lui symboliser de manière très concrète chaque connexion, chaque étape de la relation entre lui et nous. Qu'est-ce qu'on lui demande? Qu'est-ce qu'il nous donne? Toutes les actions interactives entre lui et nous vont être indiquées. Et typiquement, on aura un premier contact. Ce premier contact, on va avoir peut-être un email automatique comme quoi on a bien reçu son contact. Ensuite, on va avoir un rendez-vous téléphonique ou un Skype. On va avoir un rendez-vous physique. Eh bien, à chaque étape de cette relation, on prendra bien garde d'avoir un document, un outil qui vont nous servir ensuite à alimenter notre logiciel de suivi des candidatures. Et ce type d'outil va permettre au développeur d'être beaucoup plus fluide dans son travail, d'être beaucoup mieux organisé, beaucoup plus structuré, et va aussi rassurer le candidat, car souvent cet outil est mis en ligne, il est partagé. Donc le candidat va se retrouver à chaque étape. C'est un outil qui a largement fait ses preuves, qui est techniquement, je dirais en termes informatiques, qui nécessite évidemment quelque chose, mais sur la partie amont de la mise en informatique, chacun devrait se poser la bonne question, qu'est-ce que je fais de mon candidat dans le temps pour que ce soit le même de signer. Le deuxième document que je tenais à vous exprimer, c'est le fil conducteur de l'entretien.
j'ai assisté en candidat ministère à des rendez-vous avec des développeurs où on passait mes 50 slides d'un PowerPoint. C'était super, super long et je pense que c'est vraiment un tue-l'amour. Et je pense que le rendez-vous physique, c'est une grande partie du succès du développeur dans sa relation avec le candidat. Donc, il est nécessaire de préparer ce rendez-vous physique, avoir un fil conducteur sur lequel on va évidemment définir tous les messages qu'on va devoir envoyer au candidat et toutes les informations qu'on va devoir récolter pour le qualifier. Et tout ça doit se faire de manière harmonieuse en utilisant différents supports. Typiquement, si on doit parler d'un lancement de franchise, on pourra appuyer son discours sur un compte-rendu de lancement de franchise, qui est un outil pratique. Donc, vous voyez, l'idée n'est pas de faire un PowerPoint très long et très corporate, mais d'avoir un fil conducteur qui va s'appuyer sur des outils précis liés à la franchise. Le troisième, je ne rentre pas dedans, c'est le modèle économique du franchisé, c'est évident. Le modèle économique du franchisé, ça fait partie de la décision du franchisé que de vous rejoindre. Bien évidemment, on ne lui enverra pas, on est bien d'accord, c'est quelque chose qu'on garde pour soi, développeur, mais qu'on présente en rendez-vous au candidat à la franchise. Donc, j'ai parlé de sourcing, d'outils de sourcing, j'ai parlé d'outils de qualification. Il nous manque l'outil de structuration, c'est-à-dire de contractualisation. Et le premier, puisque là, certains d'entre vous ont peut-être un petit peu de temps, je voulais vous partager un dossier interne que j'ai créé quand j'étais un moment directeur de la franchise d'Alarte. Et je ne me retrouvais pas dans les différents dossiers. Et j'ai créé ce truc qui est très, très simple et que je me permets de vous partager. Si vous regardez en bas, vous avez un onglet général, juridique, comptabilité, recrutement, développement. Là, il est marqué en vert sur juridique. Et puis, vous avez la première colonne qui est marquée candidat et en dessous franchisé. J'ai répertorié chacune des informations que je vais demander à mon candidat. Typiquement, grille d'entretien candidat, rapport d'étonnement, suite journée découverte, enquête locale concurrence. Bref, tous les éléments qui vont structurer mon dossier de candidature sont présents, sont énumérés. Et en face, si vous regardez, par exemple, le premier qui est en vert, fiche de renseignement candidat, vous voyez que l'original est pour le recrutement et qu'il y a une copie pour la comptabilité. Donc, le O, c'est l'original, le C, c'est la copie. Ça veut dire qu'avec ce petit fichier Excel qui est ensuite mis dans les dossiers informatiques, vous pouvez avoir, pendant toute la durée du contrat de chaque franchisé, un historique précis de sa candidature et de sa vie de franchisé. C'est très utile pour pouvoir retrouver les informations dans le temps, y compris s'il y a contentieux. Les autres outils, le DIP électronique est devenu, je dirais presque un must-have. Le DIP électronique va permettre aujourd'hui d'aller beaucoup plus rapidement sur le côté un peu chronophage du paraphage. Pour tous les développeurs qui ont connu les DIP papier, le DIP électronique est quelque chose d'assez sympa. Je vous ai cité HB Secure qui est celui d'un partenaire, mais il en existe d'autres. Et puis enfin, n'hésitez pas, ça ne se fait pas, à faire une enquête qualité recrutement. C'est-à-dire qu'une fois que vous, développeurs, vous avez terminé votre mission que de transformer un candidat en franchisé, il est de bon ton que de lui envoyer une enquête qualité. Comment s'est passée cette période de recrutement? Avec des questions précises, pas longues, hein, une dizaine de questions. Ça a un double avantage. Le premier, déjà, vous mesurez-vous. Est-ce que ce que vous faites est de qualité? Et deuxièmement, de pouvoir récupérer les bonnes idées, puisque très souvent, le candidat a vu d'autres enseignes et se permet de signaler que ce qu'il a vu chez d'autres ne l'a pas vu chez vous. Donc, n'hésitez pas non plus que, là encore, par rapport à la crise, on a un peu de temps, à réaliser ces documents qui sont assez simples à mettre en place. Voilà, je vous ai parlé donc de ces 3 outils par rapport aux 3 étapes et je vous en remercie de cette attention et peut-être que je vais passer la parole à Rosemary s'il y a des questions. Merci Laurent. Alors oui, pas énormément de questions, mais une interrogation d'un internaute, enfin de quelqu'un qui nous suit, qui dit je m'interroge sur la pertinence de mettre en avant les dirigeants de franchise durant cette période, avec des vidéos ou des lettres. Est-ce que ça vous semble pertinent pour rassurer sur la santé d'une franchise ou attirer quelques personnes intéressées?
Alors, c'est une très bonne question parce qu'en plus, vous verrez dans les témoignages que j'ai cités, ce qu'on ne voyait pas auparavant, on le voit maintenant, c'est que dans les webinaires, le dirigeant est présent. Auparavant, un développeur sur une enseigne d'une bonne taille, le dirigeant, le président, le dirigeant, le fondateur, n'assistait pas à chaque rendez-vous de candidature. Il arrivait au dernier moment pour valider, au mieux. Là, avec le webinaire, on voit apparaître des séances de recrutement avec le dirigeant. Et donc, c'est très efficace parce que ça permet, pour certaines questions, de s'adresser directement au dirigeant. Il ne faut pas que les questions, pour autant, soient des questions qui relèvent du job du développeur. Je pense que chacun doit avoir son temps de parole. Le dirigeant, c'est très bien de l'avoir pour comment réagir par rapport au Covid. Quelle stratégie dans les années à venir. Bref, toutes les questions dont le développeur n'aura pas forcément la meilleure réponse. Donc, c'est un parfait partage des rôles entre le dirigeant qui va rassurer, qui va faire preuve de présence et de réactivité par rapport au candidat. Donc, oui, c'est une très bonne chose. En complément du développeur qui va être plus sur les parties pratiques, pragmatiques du recrutement. Très bien. Et puis, juste une information que Justine de Mailboxes voulait partager avec les autres. Et elle dit effectivement que partager sur l'histoire du concept, c'est très intéressant. Mais elle pense aussi que partager justement pendant le confinement les bonnes actions et les belles histoires de nos franchisés, les actions de solidarité par exemple, etc., dans le but de mettre en avant l'humain, c'est aussi quelque chose de très utile et qui peut parler. C'est un peu dans le sens de la belle histoire dont tu parlais tout à l'heure. Et ça manque cruellement. Je vous engage à regarder votre site. Vous verrez, ça manque cruellement aujourd'hui. On a soit rien, soit on est sur la homepage du site, nos restaurants sont fermés, nous rouvrirons à telle époque. C'est vraiment un manque. Et si je peux me permettre de vous donner une phrase à conserver de ma part pour ce webinaire, c'est donner du contenu sympathique, faites un petit peu de couleur dans ce côté un peu triste. Très bien. Écoutez, je ne sais pas si Julien ou Laurent, vous avez encore quelque chose à ajouter. Sinon, bien, pas d'autres questions a priori sur votre intervention. Je vais remercier tout le monde de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je rappelle, mais on l'a écrit parce que ça faisait partie des questions, que vous aurez par retour de mail très rapidement le PowerPoint qui a été affiché, ainsi que la possibilité de réécouter ce webinaire sur notre site YouTube de la FFF. Et qu'un petit sondage va apparaître là dans les secondes qui viennent. Si vous vouliez bien prendre 2 minutes pour y répondre, ça nous permettra de savoir si vous avez été satisfait de cette intervention. Je vous remercie tous. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine parce que le prochain webinaire est en préparation et vous en serez informés très, très prochainement. Merci à tous. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci. Bonne journée, bon week-end.